Salut, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai pas mal de livres en fait que j'avais pas du tout chroniqué, je sais pas pourquoi. Je les ai lus entre cet été et maintenant, mais je ne les ai inclus dans aucune de mes vidéos de retour lecture alors qu'il y a pourtant des trucs qui sont très cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je fais cette énorme pile de livres et après je me concentre pour tous les mois vous faire les bons retours des livres que j'ai lus ce mois-ci. On m'a demandé aussi de mettre des notes sur 20 à peu près aux livres pour donner une idée à chaque fois du niveau d'intéressement que le livre a provoqué chez moi, même si c'est juste une note que moi je donne au livre et qui ne veut pas dire que vous allez vivre les choses de la même manière. Et c'est ce que je vais faire parce que c'est vrai que sur 5 sur Goodreads c'est un peu limité. Il y a de tout. Il y a de tout, principalement, il n'y a que de la fiction. J'ai quasiment que de la fiction, j'ai un ou deux livres qui sont presque proches du développement perso, mais pas tout à fait. J'ai du polar, j'ai du young adulte que je me suis remise à lire de manière drastique là ces derniers temps. J'ai beaucoup de polar, j'ai une BD, j'ai du contemporain, j'ai mon chat qui fait le bordel évidemment. Plus sérieusement, est-ce que c'est le moment de jouer avec cette poche? Alors c'est parti. Le premier livre que j'ai lu, c'est Démon de Mark Lane. Alors, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle j'ai ce livre, donc je l'ai très probablement acheté dans un moment d'achat compulsif de poche pour découvrir de nouveaux auteurs. On y suit un lieutenant de police qui s'appelle Maxime, qui est sombre, qui est mystérieux, qui a des cicatrices sur le visage, et qui se retrouve un jour confronté à une enquête qui dépasse clairement le niveau d'horreur auquel il est habitué, puisqu'on retrouve un homme pendu à des crocs de boucher. Et voilà, il va en fait reconnaître le mal et se dire qu'il est la personne la plus apte à plonger vraiment dans cet univers très maléfique, vu que lui-même il est sombre et mystérieux. Et voilà, c'est assez sympathique à lire. Je lui mettrai un petit 14. Ouais. 14 c'est bien, ça fait bien le job. Le personnage, il est certes très cliché parce que j'en plaisante, mais c'est vrai que le personnage de lieutenant de police un peu sombre, mystérieux, au passé trouble, c'est quand même le personnage le plus récurrent de tout ce qui va être polar, etc. Je le déconseille si vous n'aimez pas les descriptions de scènes de crime et tout ce qui peut être un peu glauque et un peu gore. Il y a quand même là des petits passages où, voilà, c'est-à-dire si vous n'aimez pas du tout le style de Granger ou de Tilliès, ne le lisez pas, ça va pas vous plaire. Par contre, si je compare à Granger et Tilliès, j'ai eu l'impression que j'étais moins prise par l'histoire. J'ai trouvé ça très sympathique, j'ai aimé lire, tout s'enchaîne très rapidement, mais il m'a manqué ce truc où à la fin je me dis quand même ah oui, je suis vraiment sur le cul. Donc un 14, auteur qui va rester dans mon viseur, parce que voilà, c'était son premier livre, il est sorti en 2016 aux éditions Les Nouveaux Auteurs, donc j'espère qu'il en a écrit d'autres. Et voilà, si c'est un premier livre, je pense qu'on peut comprendre que forcément ça peut être un peu en dessous des futurs. Mais en tout cas c'est une très bonne base, c'est une très bonne découverte. Voilà, donc Démon de Mark Lane, 14. Alors celui-ci il est marrant parce que il m'a été conseillé en fait par ma kinésio. Donc une kinésio, c'est quelqu'un qui travaille sur les énergies de votre corps pour vous aider à débloquer certains traumatismes. Et avec elle, j'ai lancé un gros travail, j'ai pas forcément envie de rentrer dedans, mais en tout cas elle a vu que j'avais des gros blocages, j'avais encore pas mal de traumatismes qui restaient et qu'on pouvait pas attaquer de front les choses. Par contre elle a bien compris que j'adorais lire et donc elle me donne en fait des livres à lire qui me permettent moi de mettre en fait le doigt dessus sans qu'on me donne les choses de manière trop frontale. Et donc elle m'a conseillé ce tout petit bouquin qui s'appelle Le Chevalier à l'armée rouillée de Robert Fisher. Alors c'est vraiment minuscule, hein. C'est écrit en très très gros, ça fait une centaine de pages et ça se veut comme un conte un petit peu initiatique dans lequel on suit un chevalier qui a tellement voulu se protéger avec sa belle armure qu'au final, tout le monde ne le connaît qu'avec son armure. Sa femme et ses enfants le connaissent avec son armure, il s'est éloigné, plus personne ne connaît son véritable visage.
Et le problème c'est que quand il veut enlever son armure pour voir sa femme, pour lui dire bah non c'est moi, son armure est complètement rouillée. Et il peut pas l'enlever comme ça. Donc il se lance dans une quête pour essayer de faire tomber son armure petit à petit. Et j'ai trouvé ça super mignon. C'est bien entendu, ça fait partie des mini-contes initiatiques, donc c'est un peu il va là, il se passe ça, et puis on en tire cette leçon, il va là, il se passe ça, et on en tire cette leçon. Mais si vous connaissez d'autres chevaliers coincés dans leurs armures, déjà vous pouvez me les présenter pour qu'on fasse un club, et conseillez-leur ce bouquin. Je lui mettrai un bon petit 15 quand même, parce que oui, c'est simpliste et compagnie, mais ça fait son job. Tout mignon petit ouvrage. Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Pareil, je crois que je l'ai commandé en fait dans un lot de livres, parce que vu l'état... Non, je sais, je l'ai commandé sur Recycle Livre. Il n'y avait pas vraiment de description, donc j'ai un peu commandé au pif de toute façon sur Recycle Livre, sachant qu'en plus c'est pas très cher. Je vous en parlais sur Instagram, mais j'en ai eu pour 66 € pour 16 bouquins, dont des grands formats. Donc voilà. J'ai un peu pris des trucs qui sont des tops ou des flops, mais en tout cas, celui-là je l'ai commandé à l'aveugle et j'avoue que j'ai mis du temps avant de me lancer dedans. Pourtant je l'avais mis dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est un bon petit pavé. Et en fait, j'ai été hyper surprise parce que c'est un bon petit pavé qui se lit très rapidement. Dans ce livre-là, on suit Diana Bishop, qui est une universitaire qui fait des recherches en alchimie à l'université d'Oxford. Elle vient d'une famille de sorcières, mais elle a absolument voulu s'éloigner de tout ça. Elle n'a pas développé de pouvoir, elle est vraiment en marge de toute cette société. Et en faisant ses recherches, elle tombe sur un manuscrit qui lui paraît un peu bizarre parce que elle y reconnaît des symboles qui font référence à sa vie de sorcière, mais qu'elle n'avait jamais vu avant. Donc elle rend le livre à la bibliothèque, et le lendemain, elle se rend compte que la bibliothèque est remplie d'humains, bien entendu, qui sont à Oxford, mais aussi de sorciers, de vampires et de démons, qui sont les trois catégories de créatures mystiques, magiques, qui vivent ensemble. Et elle se rend compte en fait qu'ils sont tous très intéressés pour récupérer ce manuscrit. Donc elle comprend pas, il y a notamment un vampire qui la suit beaucoup, qui s'appelle Matthew Clermont. Elle comprend pas ce qu'il lui veut, est-ce qu'il est là pour la menacer, est-ce qu'il est là pour la protéger, on sait pas trop. Sans trop vous spoiler le truc, forcément ils vont s'associer tous les deux et se lancer dans une grande quête. Alors là où j'étais un peu surprise avec ce premier tome, c'est que toute la première partie en fait nous plante le décor. Pas de manière lourde hein, du tout, mais ça nous plante le décor, on comprend dans quelle société on évolue, c'est sympathique, on comprend les personnages. Et puis il y a quelque chose qui se passe qui fait que sur les 2 tiers du livre on passe dans un autre endroit et on apprend encore plus, et puis voilà, le niveau dramatique monte un peu. Et dans la 3e partie, il se rend compte de ce qu'il faut faire pour résoudre le problème, sauf que le livre s'achève, vraiment je vous le garantis, au moment où il commence à résoudre le problème. Il se lance dans une action, et le premier livre s'achève ici. Si vraiment vous voulez vous lancer dans cette trilogie, achetez peut-être les 2 premiers tomes d'un coup, pour éviter de vous retrouver coincé comme moi avec la fin de l'histoire et puis plus rien. Enfin là je viens de me relancer dans le 2 juste avant de tourner cette vidéo, mais c'est vrai que sur la fin on est clairement laissé sur notre fin, quoi. Ça s'arrête, il n'y a même pas en fait une résolution partielle qui nous permet de patienter avant le tome suivant. Là on est vraiment sur ok on sait ce qu'il faut faire, poum ça s'arrête. C'est pas terrible. Je lui mets quand même un bon petit 15 parce que j'ai aimé le milieu, pourtant même si je suis pas ultra fan de toutes les histoires de vampires, sorcières, que je trouve un peu vues, revues et re-revues, là j'ai aimé en fait cet univers là et j'ai trouvé ça super cool. Donc un bon petit 15 parce qu'on perd des points à cause de cette fin qui est frustrante au possible. On enchaîne avec L'étrange vie de Nobody Went de Neil Gaiman que j'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, Neil Gaiman, je vous en ai déjà parlé justement dans ma vidéo sur ma palle que je vous mets là, mais je suis complètement amoureuse de son univers. De tout son univers, de tout ce qu'il produit, je trouve ça merveilleux. Et ce livre correspond à ça. Alors, j'ai eu juste un souci,
avec cette édition, ben ronfle, vas-y Pupu, avec cette édition de J'ai lu, parce qu'alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la pagination, mais c'est sacrément de la merde. Je vais vous montrer de plus près. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est que ces hautes pages là où on dirait que c'est coupé en billets, il n'y a pas de marge, c'est du n'importe quoi. Donc non. À part ce souci de pagination qui m'a quand même frustrée pendant une bonne partie de l'histoire, c'est un livre que j'adore. Lorsque Nobody Went était bébé, il s'appelait pas encore Nobody Went, toute sa famille a été décimée par un Jack. Alors on sait pas très bien qui c'est, mais c'est un tueur qui est venu, qui a tué ses parents, qui a tué sa sœur, et Nobody Went a réussi à sortir de la maison et à se rendre jusqu'au cimetière. Dans le cimetière, il a été recueilli par des fantômes qui décident de l'héberger en tant que citoyen du cimetière et de le protéger. Il est mentoré par Silas, qui est une créature. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est pas réellement un fantôme, c'est pas un vivant. Il peut naviguer vraiment dans les deux univers. Et ça nous raconte en fait toute son enfance. Toute sa manière de grandir, entouré par les autres fantômes. Alors, bien entendu, il trouve des enfants pour jouer avec lui, sauf que lui grandit en tant qu'humain et les fantômes restent à leur stade d'enfant. Il découvre les méchants du cimetière, les ghouls, etc. Et puis petit à petit, il faut bien se réinsérer dans la vie réelle et quitter ce cimetière et quitter tout ce milieu fantastique, mais pas si effrayant que ça. Et j'ai adoré cette histoire. J'ai lâché ma larmichette à la fin, parce que j'avais aucune envie qu'il sorte du cimetière pour aller faire sa vie ou qu'il passe à la suite. Et voilà. C'est mignon, c'est adorable, c'est délicieusement frissonnant. J'aime Neil Gaiman. Je peux rien vous dire d'autre. On est sur un bon 18. Pas 20 parce que j'aurais voulu que le bouquin soit plus long. Franchement, s'il faisait 600-700 pages, ça m'aurait pas posé de problème du tout. Donc livre que j'ai lu cet été, donc ça date, Aime le bord de l'abîme de Bernard Mignot. J'aime beaucoup Bernard Mignot, donc de base j'ai pris le livre sans trop me poser la question de l'histoire. Là, on y suit Moira, qui est une jeune Française qui part travailler à Hong Kong dans une société qui fait de l'intelligence artificielle, et donc elle y va pour travailler sur un projet top secret, tourné évidemment vers l'intelligence artificielle, etc. Donc ça soulève pas mal de questions qui sont assez sympas. Une fois qu'elle est là-bas, elle se rend compte que certaines employées ont disparu. Il y a un mystère qui plane, c'est pas forcément une société aussi rassurante et sécurisée qu'on voudrait bien le faire croire. Et elle va se retrouver plongée dans un univers où elle est potentiellement en danger, où des personnes lui veulent du mal, mais on ne sait pas qui, et tout le monde est potentiellement coupable. Humain, comme robot, comme intelligence artificielle. C'est chouette, ça m'a surpris en fait par rapport à l'univers de Mignot habituel. C'est-à-dire que quand on prend Glacé par exemple, c'est radicalement différent de ce qu'on produit là. Là où Glacé, on était vraiment dans la nature et ce que l'humain avait de plus sauvage. Là, on est vraiment dans la technologie et ce côté très froid, très maîtrisé, qui est aussi terrifiant, mais c'est vrai que ça m'a déstabilisée. L'écriture de Mignot, j'ai aimé dans ce livre-là. Vous savez que pour moi, à chaque fois, c'est un peu une fois sur deux. Là, j'ai aimé. C'est un livre que j'ai lu très rapidement, qui m'a intéressée. J'ai trouvé que voilà, l'intrigue se déroulait très bien, ça fait un bon page-turner. Maintenant, quand je le ferme et quand j'essaye de me rappeler exactement les différents personnages ou les différents moments clés de l'histoire, j'ai un petit peu de mal, et pourtant j'ai lu qu'il y a 2 ou 3 mois. Donc je pense qu'on est aussi sur un petit 14. Livre suivant dans mes lectures, La fureur dans le sang de Val McDermid. J'en ai lu beaucoup de cette autrice et je trouve ça très sympa. Son duo en général, c'est Tony Hill et Carol Jordan, qui sont donc un profiler et une enquêtrice. Là on rajoute en fait un nouveau personnage dans cette histoire, c'est-à-dire que les deux font chacun leur vie de leur côté. Alors, normalement ils sont en binôme. Et on a une enquêtrice qui s'appelle Chaz et qui va avoir l'intuition que
les disparitions d'ados qu'on voit de plus en plus dans la région seraient potentiellement liées à un présentateur de télé super connu. Donc elle, c'est une toute jeune enquêtrice en fait dans la petite cellule créée autour de Tony Hill, donc de profilage et compagnie, et elle va avoir cette intuition, elle va vouloir absolument suivre cette voie, même si toute son équipe ne veut pas trop aller là-dessus parce que c'est une personnalité et que ça peut déranger s'il se plante. Donc elle va faire un peu cavalier seul, et bien entendu, Carol Jordan va venir à la rescousse, Tony Hill va se mêler à ça. C'est un bouquin très sympa à lire, par contre c'est vrai que là j'ai dû relire l'histoire parce que je n'en ai aucun souvenir. Donc pour moi c'est un 13, ça se lit bien, ça fait partie en fait de ces polars qui sont hyper agréables à lire, on les lit, c'est sympathique, on les ferme et en fait ça nous a pas plus marqué que ça. Donc j'ai tendance à aimer ce qui est un peu cash, un peu gore et compagnie en termes de polar. Donc là forcément on reste sur quelque chose qui est assez gentillé et ça ne me marque pas autant. On enchaîne avec Lucas de Tilliez, donc qui est la dernière sortie en poche de l'auteur. Comme à chaque fois chez Tilliez, ça commence par plusieurs situations isolées qui finissent par se retrouver, se rencontrer. Là on part d'un cadavre atrocement mutilé retrouvé dans les bois. On va retrouver également une personne qui meurt devant l'hôtel de police avec un message indiquant un jour et une heure précise. On se retrouve avec un live streaming de personnes condamnées à la mort. Et autour de ça, on se retrouve avec un mystérieux enfant, donc Lucas, qui a été retiré à ses parents parce qu'on se rend compte qu'il est le fruit d'une mère porteuse illégale. Et que voilà, forcément il y a des enquêtes qui sont en cours. Donc toutes ces petites choses-là vont finir par se retrouver au sein de la même enquête. On rentre dans tout ce qui va être biohacking, donc des gens qui veulent modifier leur corps, pas uniquement leur apparence, mais vraiment modifier leur corps de manière très poussée pour avoir une meilleure fonction. On rentre dans des débats du type nature versus technologie, versus évolution médicale, etc. C'est très très cash. Honnêtement, si vous êtes un peu sensible, ne lisez pas ce livre. Il y a vraiment des scènes, même moi qui ai l'habitude de lire ce genre de bouquin, je me suis dit, oula, ah oui quand même. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère là, Franck. Mais moi j'adore. J'ai dévoré le roman en une seule nuit, bien entendu j'étais incapable de dormir après. Je lui mets un bon gros 18 parce que pour moi il est vraiment vraiment très bien, il est prenant, il est captivant. On retrouve le Charcot que j'aime, j'avais détesté le roman Charcot. C'est le seul que j'ai pas réussi à lire, je l'avais trouvé vraiment pas terrible et j'avais pas aimé comment le personnage évoluait en fait dans ce roman là. Et là on retrouve voilà, le Charcot que j'apprécie et tous les personnages en fait que j'apprécie dans l'univers de Tilliez. Donc j'étais hyper contente. On rentre dans les grands formats. J'ai également lu Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Alors Neil Shusterman je l'ai découvert en lisant La Faucheuse, qui était vraiment en fait une surprise et un pur hasard. J'ai acheté parce qu'on m'a dit, j'ai acheté le premier tome parce qu'on m'a dit c'est bien. J'ai dévoré les 3 tomes en 2 jours, 3 jours peut-être, 2 jours. Voilà, j'avais adoré cet univers-là, donc je me suis tournée vers Dry, qui est un autre livre de l'auteur, écrit à 4 mains avec son fils. C'est pas du tout le même genre par contre, c'est hyper intéressant mais c'est pas du tout le même genre. Dans Dry, on suit Alyssa, qui est une jeune fille classique de banlieue américaine, elle habite en Californie, et un jour, sans aucune raison apparente, toutes les canalisations s'assèchent. Il n'y a absolument plus d'eau, donc plus d'eau des robinets, ce qui veut dire plus d'eau à boire, plus d'eau pour se doucher, plus d'eau pour les toilettes, etc. Forcément, les gens paniquent, on se retrouve avec des mouvements de masse pour aller chercher les dernières bouteilles disponibles, et surtout la sécheresse en fait dure, et le quartier, qui est paisible avec ses repères habituels, etc., se transforme un peu en zone de guerre où tout le monde veut avoir de l'eau parce qu'il a des meilleures raisons que les autres. Et en fait,
les gens se transforment en ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Et elle se retrouve séparée de ses parents qui pensent partir chercher de l'eau à un endroit, elle ne sait pas du tout où ils sont, avec à la charge son petit frère, et ils vont devoir survivre quelques jours en attendant que de l'eau revienne. De toute façon, quand on n'a pas d'eau, en 3-4 jours on meurt. Donc eux, soit ils survivent sur ces 3-4 jours, soit ils meurent, ils n'ont pas le choix. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On est dans une sorte de post-apocalyptique, mais hyper réaliste et contemporain. Je ne sais pas du tout comment le décrire, ce livre. Honnêtement, si je l'avais lu avant la première vague de Covid, j'aurais dit « ah, c'est too much ». Quand je vois à quel point les gens ont dévalisé les rayonnages de PQ et de pâtes, je me dis, si on avait une pénurie d'eau, on serait vraiment dans la merde. Les gens s'entretueraient sans aucun problème. On reste encore un peu trop dans ce truc-là de les gentils, c'est les gentils, les méchants sont les méchants. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce qui a un peu manqué. Mais j'ai trouvé le livre super intéressant. Et à mon avis, dans quelques temps, on se le retrouve sur Netflix. Je crois qu'il y a un film en cours d'adaptation, mais s'il n'y en a pas, je serais vraiment très étonnée. Je lui mettrai un petit 16. J'ai également lu L'année de grâce de Kim Liggett. Alors là, simplement, j'ai fait le mouton. La maison d'édition a bien fait son travail en stratégie d'influence et compagnie. J'ai vu que tout le monde en parlait. On disait quelque part entre La Servante écarlate, mais en version Hunger Games. Ok. J'ai acheté, j'ai pris. Et effectivement, ça remplit ses promesses. On y suit l'histoire de Tierney, je sais pas comment ça se prononce exactement, qui est une jeune fille qui vit dans un pays, ou en tout cas dans une ville, où elle n'a aucun droit. Les femmes sont purement des produits appartenant aux hommes. À l'adolescence, elle développerait des pouvoirs spécifiques qui seraient potentiellement nuisibles pour la vie de la communauté. Et donc, elle devrait partir pendant 1 an dans la forêt, toute, pour subir ce qu'on appelle l'année de grâce. Avant de partir, bien entendu, les hommes font leur choix, tous les hommes célibataires, quel que soit leur âge, font leur choix sur les jeunes filles qu'ils veulent épouser ou pas. Si à la fin de cette année de grâce, elles sont fiancées, elles reviennent, elles se marient, elles restent dans la ville et elles continuent un petit peu leur petite vie. Si personne n'a voulu les épouser, eh ben, elles sont envoyées sur du travail manuel dans les champs et compagnie. Et donc je vais éviter de vous spoiler au maximum en fait l'histoire qui est hyper intéressante et qui est une découverte à faire petit à petit. Elles se retrouvent envoyées dans cette année de grâce, dont personne ne parle. Absolument personne. Par contre, toutes celles qui en reviennent, c'est pas toutes celles qui sont parties, mais celles qui en reviennent sont traumatisées, sont blessées, sont handicapées, elles reviennent, elles sont extrêmement affamées, etc. Et on est sur, en fait, le récit de cette année où les jeunes femmes vont vivre entre elles. Donc pour moi, c'est pas forcément Hunger Games, on est plus sur une logique type Sa Majesté des Mouches. Et on se retrouve avec des gens qui, jusqu'à présent, n'ont pris aucune décision, ont jamais eu, en fait, la possibilité de faire partie de la société, d'avoir un rôle décidant dans la société, et tout d'un coup se retrouvent complètement libres. Et comme dans Sa Majesté des Mouches, en fait, au lieu de prendre le contre-pied et d'essayer de créer quelque chose de nouveau, ces jeunes filles vont reproduire en fait les pires schémas de la société, parce que finalement pour la première fois elles ont du pouvoir, elles peuvent avoir du pouvoir et elles peuvent en abuser en fait. Donc on se retrouve dans ce truc hyper cruel où la menace c'est à la fois la survie entre elles, et en même temps il y a ce truc qui vient de l'extérieur, on ne sait pas exactement ce que c'est, et ça les menace. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis curieuse, la fin me laisse un peu perplexe, alors je peux pas trop spoiler, mais si vous avez lu le livre et que vous avez envie d'en parler, si quelqu'un peut me contacter sur Instagram et qu'on en discute, parce que... Hein? Il se passe quoi à la fin exactement? J'aimerais bien savoir. Je pense qu'il y aura un 2e tome, ou en tout cas une suite ou quelque chose comme ça. Je vois pas en fait comment, avec tous les éléments de l'histoire,
et l'ouverture sur la fin, on peut en rester là. Mais en tout cas, là, cette histoire, c'est vraiment un truc qui se lit à part entière, mais j'espère qu'il y a une suite, et j'aimerais beaucoup ça. Donc pour moi, allez, on est sur un bon 18,5-19. Non, je suis tatillonne, on va mettre un 19, alors on va être généreux aujourd'hui. Vraiment, ce bouquin, lisez-le, je l'ai pas mal apprécié, et notamment si vous avez des filles, des jeunes filles qui vont pas forcément lire La Servante écarlate parce que c'est beaucoup trop cash, mais vous avez envie de l'envoyer vers ce type de récit-là, bah c'est quand même plus ou moins à la portée de tout le monde, mais ça montre bien en fait un type de société où les femmes sont complètement opprimées, et ça ouvre pour moi un très bon débat sur le féminisme et le pourquoi en fait du début du féminisme et tous les mouvements sociaux un petit peu qu'il y a eu. Donc foncez les yeux fermés. J'ai également lu Mère morte d'Aurélie Wellenstein, je ne sais pas, toujours pareil. Aurélie Wellenstein, je ne connais pas cette autrice, on m'a juste dit c'est comme du young adulte, mais en plus cash et en plus adulte, donc ça va te plaire. Donc comme je suis un gentil petit mouton du livre, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'achète. Dans ce livre-là, on se retrouve dans un monde où il n'y a plus aucune mer. Il n'y a plus aucun animal marin. Ils ont tous été trucidés par l'homme et voilà, la pollution et les comportements humains ont fait que toute la faune marine et toutes les mers ont disparu. Et du coup, pour se venger, régulièrement, sans prévenir, il y a une mer fantôme qui débarque avec, comme sur la couverture, des fantômes en fait de ces animaux morts qui vont prendre la vie de tous les gens qu'ils croisent sur leur passage purement pour se venger. On y suit Oural qui est un jeune exorciste, donc qui est chargé de veiller sur sa ville et en fait avec ses pouvoirs de créer un bouclier de protection autour de la ville pour que les gens survivent quand il y a des marées. Il a ce poste un petit peu rêvé où il est dans sa demeure, il va agir en fait qu'au moment des marées, tout se passe bien. Sauf qu'un jour, il se retrouve avec une invasion pendant une marée, qui n'est pas une invasion uniquement d'animaux, mais qui est une invasion de pirates. Et les pirates, ce sont des humains, mais qui profitent de ces marées pour aller piller et trucider des villageois. Ces pirates le kidnappent, et il se retrouve sur un équipage de gens bizarres. Enfin, c'est vraiment en fait le cliché de l'équipage pirate. Ils sont tous un peu cassés, ils sont bizarres, mais ils sont pas purement méchants. On sent bien qu'il y a du fond méchant quand même en eux, mais pour eux, tout ce qu'ils font, c'est pour en fait sauver l'humanité. Pour eux, ils sont dans une quête où oui, ils vont devoir tuer des gens, ils vont devoir piller des villages, mais ils vont devoir avancer pour libérer complètement le monde de toutes ces mers mortes qui déferlent régulièrement et qui créent un truc purement invivable. J'ai adoré ce bouquin. J'ai aimé que les personnages soient autant en demi-teinte, où on n'a pas les gentils gentils, les méchants méchants. On a des gentils qui font des trucs méchants pour faire des choses bien, des méchants qui se révèlent faire des trucs gentils. On ne sait plus en fait qui sont les gentils, les méchants. Même les marées, on est sur des animaux fantômes qui débarquent pour tuer des gens, donc pour se venger purement. Au final, on a quand même des flashbacks de ce que l'humanité a fait subir à ces animaux-là, comment ils sont morts, et c'est absolument horrible quand on les lit. Et ce qui est encore plus horrible, enfin moi ce qui m'a fait vraiment encore plus bizarre quand je l'ai lu, c'est que je me suis dit mais on n'en est pas loin en fait de ces massacres, on n'est pas loin de ces orques qu'on laisse dans des mini-bassins juste pour notre plaisir, alors qu'il y a un réchauffement climatique qui fait que ces bassins sont de plus en plus difficiles à garder à une température agréable pour l'animal. On a des plages qui sont polluées, on a des tortues qui mangent des pailles en plastique et qui vont se retrouver à mourir. Enfin, on n'est vraiment pas loin en fait de cette disparition des mers. Et j'ai adoré que l'autrice prenne justement ce fameux trope classique du récit pirate, de l'aventure où on part avec
avec un bateau pirate, on se rend compte qu'ils sont pas forcément aussi méchants, qu'ils ont un but sympa dans la vie, etc. Et qu'en fait, elle le ramène sur un truc qui est vraiment écologique, et je sais pas, c'est du post-apocalyptique écolo-pirate. Piraterie post-apocalyptique écolo. On va créer une catégorie juste pour ça. J'ai beaucoup aimé. Attention, ce qui peut surprendre, c'est que par contre, en termes de langage, on n'est pas dans un bouquin écrit comme les bouquins de young adult habituels. J'adore la young adult, hein, c'est vraiment pas une critique quand je dis ça. Le langage utilisé dans les bouquins de young adult, c'est quand même young adult, hein, c'est facile à lire, on n'a pas des phrases qui sont super poussées, on va pas utiliser forcément du vocabulaire très compliqué, etc. Là, on est quand même dans un niveau de langage qui est différent et qui peut vous gêner ou en tout cas vous empêcher de rentrer dans le récit si c'est pas ce que vous avez l'habitude de lire. Moi personnellement, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir lire ce genre de livre qui va être à la croisée entre le young adulte et le post-apo que j'aime autant et en même temps le contemporain que j'aime beaucoup. Donc celui-là, je lui mettrais bien un petit 18 aussi. Alors, je vais m'en commander d'autres de cette autrice. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient très mitigés sur ce qu'elle fait parce que justement ils sont bloqués par ce niveau de langue et ce côté peut-être un peu trop gore par rapport à ce qui se fait habituellement en young adulte. Mais moi ça me plaît fortement, donc à mon avis vous allez en entendre reparler très prochainement. Avant-dernier livre, Éléonore et Park de Rainbow Rowell. C'est la classe quand même de s'appeler Rainbow. Ce livre, on m'en a parlé à fond. Je l'avais mis dans un coin de ma tête et je l'ai retrouvé pareil sur Recyclivre et je crois que c'est vraiment pas une vidéo sponsorisée par Recyclivre ni rien, mais je suis tellement surprise par le prix des bouquins et le fait qu'ils soient un peu abîmés mais pas tant que ça, que je vais vous en parler très régulièrement. Je crois que je l'ai trouvé à 4 € le grand format, peut-être 6 € mais vraiment pas plus, donc ça vaut vraiment le coup. Dans Éléonore et Park, on suit Éléonore qui est une jeune fille un peu ronde, rousse, au lycée. Voilà, c'est la cible facile, elle est vraiment mise à l'écart. On est dans les années 80, on est en 86. Elle est nouvelle dans une école, donc elle est hyper gênée. Et au moment où elle monte dans le bus, la seule place disponible, c'est à côté de Park, qui est un garçon qui lui a des amis un peu populaires, mais pas non plus voilà, le champion de la popularité, qui est silencieux, qui est calme, qui lit des comics, qui écoute du rock et va se lier entre eux une relation, mais une relation amoureuse. Ce livre, c'est vraiment, vous savez, cette intensité de la relation amoureuse adolescente où vous avez l'impression que la personne, c'est tout pour vous. Vous recevez un SMS ou un appel, à l'époque on n'avait même pas les SMS, ça y est, je suis ma vieille, mais vous recevez un appel sur le fixe et c'est le truc le plus précieux du monde, etc. Et ce bouquin, ça m'a vraiment replongé là-dedans. C'est hyper bonbon, c'est hyper douillet, c'est mignon, et on a envie que ça dure, mais des années, des pages en plus, etc. C'est pas tout mignon, tout rose, parce qu'Éléonore, elle est quand même dans un... Éléonore, pardon. Elle est quand même dans un univers qui est compliqué à vivre, mais on a ce côté vraiment hyper doudou, hyper mignon. C'est adorable. Franchement, j'étais même presque déçue de plus être ado pour pouvoir ressentir ça à nouveau. Allez-y. Allez-y, les yeux grandement fermés. Que vous soyez un ado en train de vivre ça, vous allez vous identifier, ou que vous soyez un adulte et que vous ayez oublié tout ce truc-là. Allez-y. Je lui mets un bon gros 19. C'est top. Mon seul regret, c'est que ça n'ait pas duré plus. Dernier livre, c'est Cher corps de Léa Bordier. Et alors, je sais pas pourquoi je me suis endormie sur cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que tout le monde en parlait et que moi, j'étais passée complètement à côté. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, pour une raison que j'ignore. Et là, je suis tombée sur ce livre-là. Je me suis dit, tiens, ça parle du corps, qui est quand même une question, enfin une des questions récurrentes en ce moment dans ma vie. C'est illustré par plein d'illustratrices différentes, ce que je trouve assez cool en fait, vu que moi je m'y connais pas du tout en BD, en roman graphique. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir plein de types de dessins, plein de manières d'aborder les histoires,
et de pouvoir me dire ça me plaît plus, ça me plaît moins. On suit une multitude de femmes, de récits de femmes, de rapports à leur corps. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, après c'est vrai que c'est un peu court. C'est un gros problème en fait que j'ai avec les BD, c'est que comme je lis très vite, bah, ça me prend peut-être une demi-heure pour lire une BD. Et voilà, c'est pas un truc que je vais lire et relire et re-relire. Donc c'est vrai que moi ça me frustre toujours un petit peu. Mais cher corps, surtout là au moment de Noël, je pense que c'est un joli cadeau à offrir à des gens qui sont intéressés par ces questions-là. Donc on va y parler de poids, on va y parler de vieillesse, on va y parler de maladies, d'accidents, d'identité sexuelle, d'identité de genre. Tout ça, c'est abordé sous la forme de petites BD qui sont illustrées par plein d'illustratrices de talents, de styles différents. Et voilà, j'ai aussi beaucoup aimé. Je pense que je lui mettrai un 14,5, 15, mais encore une fois, c'est parce que c'est pas le format le plus adapté pour moi. Il faut vraiment que je me forme sur tout ce qui est BD, roman graphique, ou que je découvre petit à petit pour comprendre ce qui peut m'intéresser dans ce genre-là. Parce que pour le moment, j'ai envie de m'y intéresser, mais je reste un peu frustrée parce que j'arrive pas à trouver ce qui me permet de me plonger dans ce genre-là. Donc là, on est vraiment sur un truc assez perso du rapport à la BD, au roman graphique. En résumé, ces dernières lectures, celles que j'ai gardées, forcément elles sont positives. Toutes positives parce que s'il y a des livres en fait que j'ai moins aimés, je les ai mis de côté ou je les ai déjà revendus. Donc là c'était super positif, dans plein de styles différents et pour plein de raisons différentes. Mais ces livres-là, je pense qu'entre août et là début novembre, ce sont les livres que je vous avais pas chroniqués et que je trouve super cool. En ce moment, je suis en train de repartir dans un truc de young adulte, mais alors tête la première. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai acheté pas mal. J'ai acheté aussi pas mal de polars. Mais j'ai bien envie de me remettre aussi au contemporain, au roman graphique. Et aussi, ah oui, en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est Noël, mais j'ai très envie de lire un petit peu de la chick lit ou des trucs un petit peu plus romantiques. Donc si vous avez des bouquins à me conseiller, laissez-les en commentaire. Si vous avez lu certains de ces livres et que vous avez des avis différents, pareil, laissez-les en commentaire. Je trouve ça toujours hyper sympa pour des gens qui tomberaient sur cette vidéo, de pouvoir avoir mon avis et d'autres avis en fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!